Bonjour à tous, je m'appelle Maëlys et je suis en compagnie de mes camarades Lila, Esli, Ilona, Morgane et Ashley. Nous sommes dans la classe média en 4e estanguet du collège Pierre Blanqui de Villeneuve-de-Marsan. Aujourd'hui, nous avons rencontré Lydie Salver, une autrice de romans en résidence au festival Arte Flamenco. Bonjour à toutes, donc je m'appelle Lydie Salver, comme vous le savez. J'écris depuis une trentaine d'années, on va dire. J'ai travaillé d'abord comme pédopsychiatre, où je recevais des adolescents et comme vous, et des enfants. J'ai adoré ce métier. Sachez en tout cas que j'ai dû écrire une quinzaine de livres, je crois. J'ai obtenu le prix Goncourt en 2014, d'autres prix plus secondaires, et cette année j'ai obtenu le prix Marguerite Yourcenar, qui a été attribué, excusez du peu, à Annie Ernaux, prix Nobel, Pierre Michon et d'autres écrivains. Donc j'étais très heureuse de ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire écrivaine ? Alors, je suis née, comme vous le savez peut-être, de parents espagnols qui arrivent en France en 1939, après la guerre civile d'Espagne. Et ils arrivent en France sans savoir un mot de français, vraiment. Et petit à petit, ils vont l'apprendre, mais faire des tas d'incorrections. Ils vont parler ce que j'appelle dans un roman le fragnol. C'est-à-dire qu'ils déforment les mots, comme vous avez peut-être entendu des étrangers le faire. Et quand je suis à l'école, je suis dans la crainte de reproduire les incorrections que font mes parents à longueur de journée. J'ai 2 ou 3 souvenirs où on me remet à ma place parce que j'ai mal dit certains mots. Et du coup, je vais avoir une espèce de crainte à prendre la parole en public, qui dure encore d'ailleurs un peu des années après. Je vais donc me réfugier d'abord dans la lecture, passionnément, parce que, outre le fait que les récits me plaisent, j'ai l'impression que j'y apprends le français. Beaucoup plus tard, cette difficulté à m'exprimer en français, je vais la convertir en écriture. Ce que je ne pouvais pas dire oralement comme je l'aurais souhaité, je l'ai écrit. Tout ceci pour vous dire, puisque vous êtes élève, que les difficultés, si on les surmonte, elles deviennent une force. C'est une banalité de le dire. Donc, n'ayez pas peur de vos difficultés, quelles qu'elles soient. Il y a des dysorthographies, des timidités, des choses comme ça. Elles peuvent se convertir en force. Voilà ce que j'ai un peu envie de vous dire rapidement comme ça. Je pourrais en dire plus sur l'histoire de mes parents. Donc, ils abandonnent tout ce qui fait leur vie, leur famille, leur langue, leur culture, leurs amis, pour fuir le franquisme. Le franquisme qui était, on va le dire comme ça, qui était une sorte de fascisme. Et ils viennent en France parce que c'est le pays des droits de l'homme, de la liberté, etc., etc. Ça va être très dur leur arrivée parce que lorsqu'ils arrivent en 1939, ils sont d'abord hébergés dans le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer. Ils dorment à même le sol. Et j'ai gardé une couverture de ma mère de cette époque, qui est une espèce de chose très fine. Bref. Et petit à petit, ils vont finir par s'installer en France. Tout ceci pour vous dire que j'ai gardé une extrême sensibilité pour tous les gens qui sont en difficulté, soit parce qu'ils sont migrants, soit parce qu'ils sont pauvres, etc. Et je dis que jusqu'à ma mort, je garderai une empathie absolue contre ces gens qui, pour X raisons, vivent pauvrement ou à l'écart, etc., etc. Comment trouvez-vous votre inspiration ? Chaque livre démarre avec des inspirations différentes. C'est parfois une chose lue dans un journal, un souvenir de ma jeunesse et de ma vie familiale. Pas pleurer, par exemple, est inspiré de l'histoire de ma mère, donc qui, à 17 ans, quitte son village, fait 45 jours de marche à pied en Espagne jusqu'à la frontière française, etc., etc. J'ai écrit l'année dernière une satire qui s'appelle « Irréfutable essai de successologie », qui est une critique violente de cet amour
qu'ont les gens de cette obsession d'obtenir du succès, d'être vu à tout prix, de paraître, de faire des selfies à tout bout de champ. Et c'est une chose que je trouve très triste, de ne penser qu'à ça et de ne vivre qu'en fonction de ça, voilà. Pourquoi cette envie de changer de métier? J'ai pas changé de métier justement. J'ai exercé, j'ai d'abord fait des études de lettres, puis des études de médecine, puis des études de psychiatrie. Et j'ai travaillé jusqu'à ma retraite comme pédopsychiatre, tout en écrivant. On peut faire l'une et l'autre. Et j'étais très heureuse d'avoir un métier. D'abord parce que ça me faisait rencontrer la société, que je ne vivais pas enfermée dans une chambre hors du monde et sans savoir comment vivent les gens, puisque j'avais les familles et les enfants qui venaient dans le CMPP où je travaillais. Ça m'assurait un salaire, ce qui fait que je n'avais pas à choisir des sujets à la mode. Je déteste ça, des sujets qui plaisent, c'est-à-dire souvent des trucs affreux. Et comme j'avais un salaire, je faisais ce qui me plaisait, sans souci aucun de plaire au grand nombre. Voilà pourquoi ça a été important pour moi de travailler. L'un n'a jamais empêché l'autre. Je peux même dire que l'un a enrichi l'autre sans cesse. L'expérience de la consultation auprès des enfants en difficulté, de leurs souffrances, de leurs symptômes, etc. La rencontre avec les parents, souvent démunis, m'a fait grandir en humanité, si j'ose dire. Voilà, donc ça n'était pas des passions hostiles l'une à l'autre, bien au contraire, bien au contraire. Quel souvenir gardez-vous du flamenco? Alors, comme vous l'avez compris, je suis donc née de parents espagnols, d'une mère catalane, donc qui n'avait aucun rapport avec le flamenco et tout ce qui vient de l'Andalousie. En revanche, mon père est né à Jaén. C'est une ville située au sud de l'Andalousie, et lui a été bercé dans son enfance et sa jeunesse par cette culture du flamenco, de la tauromachie, de tous ces arts espagnols. Moi, ça ne m'intéressait pas spécialement, je dois le dire. Le flamenco, je préférais Jimi Hendrix ou je ne sais pas qui, ou les derniers rappeurs, ou enfin, ce qui parlait aux adolescents de mon âge et à l'adulte que je suis devenue. Mais ça m'intéresse de revenir ici entendre le flamenco parce que ça me fait saisir ce qu'a été la culture vraiment de mon père, que je traitais par-dessus la jambe. Je me dis, oh, pourquoi il s'intéresse à ça, vraiment? C'est tellement mieux Jimi Hendrix, vous voyez, comme on peut être à l'adolescence. Et là, je comprends mieux ce qu'a été sa culture et la douleur aussi. Je comprends mieux la douleur d'avoir abandonné ces choses-là qui faisaient sa culture. Je le comprends mieux en venant ici, m'imprégner de flamenco. Quel lien gardez-vous avec l'Andalousie? Mais écoutez, je suis très heureuse parce que je viens de recevoir une invitation d'une universitaire de la faculté des lettres de Jaén à intervenir auprès des étudiants en septembre prochain. Donc ça sera une occasion d'y retourner. Le lien que j'ai avec l'Andalousie, c'est surtout un lien littéraire, plus qu'un lien charnel. J'y vais rarement. Je peux la traverser en vacances comme on fait. Mais par exemple, un lien à Federico García Lorca, grand poète espagnol, qui a été assassiné par les franquistes en 1937 peut-être, parce qu'il était homosexuel et que, évidemment, pour le franquisme, est sans doute trop proche du peuple et donc une menace pour les franquistes de l'époque. Voilà, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, beaucoup aimé. Plus un héritage spirituel que vraiment concret, puisque
J'y vais rarement. Merci à Lydie Salver pour le temps qu'elle nous a consacré. Nous quittons les Halles et nous nous dirigeons vers le Merle-Moqueur à la rencontre de Pierre Dupin, lui aussi en résidence au festival. Bonjour, je m'appelle Pierre Dupin, je suis originaire des Landes et de Dax plus spécialement. Et je fais de la photo depuis plusieurs années. Et je me suis passionné depuis 5-6 ans sur un procédé ancien qui s'appelle le collodion humide. C'est une passion qui m'est venue petit à petit. Et pour moi, la photographie, avant tout, c'est surtout la rencontre avec les gens. C'est pouvoir échanger avec eux sur des passions complètement différentes, notamment au niveau du festival. Les artistes qui viennent me voir, je ne les connais pas forcément. Mais ils me partagent et ils prennent du temps avec moi. Je leur explique aussi ma passion et c'est une sorte de communion, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Et une fois qu'on est rentré un petit peu dans ce schéma-là, ben on a envie de continuer parce que pour moi, la vie, c'est la rencontre aussi, quoi. Et les rencontres vraies. Depuis combien de temps êtes-vous photographe? Tu sais, la photographie, moi, elle m'a toujours accompagné, mais disons que depuis une quinzaine d'années, j'y consacre beaucoup de temps. Que voulez-vous transmettre dans vos photos? Oh là là, la question n'est pas facile. J'ai l'habitude de dire que j'essaye de capter ce qu'on m'offre. C'est que la personne qui vient me voir, il faut qu'elle m'offre des choses, il faut qu'elle m'offre ce moment, il faut qu'elle m'offre son temps, il faut qu'elle m'offre ses émotions. Et après, ce procédé, il permet de... On n'est jamais sûr du résultat. Il y a une photographe américaine qui s'appelle Sally Mann qui dit, quand elle utilise cette technique, elle prit l'ange de l'incertitude. Ce qui veut dire qu'on a beau connaître tous les rouages du procédé, respecter tous les protocoles, mais le résultat de l'image, il peut être surprenant et sujet à interprétation. Voilà, les photos que j'ai fait hier avec les artistes, ça a été des moments très forts pour eux, pour moi, parce que voilà, c'est aussi un procédé qui peut révéler les choses. Et ces temps longs de pause permettent aussi de capter des émotions, la tristesse, la peur. Voilà. En tout cas, c'est le retour que me font les artistes. Est-ce que vous retouchez vos photos ou est-ce que vous avez déjà retouché vos photos? Comme tu l'as vu, sur les plaques de verre, je ne retouche rien du tout, quoi. La photo, elle est unique. C'est-à-dire, je vais te prendre en photo maintenant. Il va y avoir une photo. Je te prends en photo dans 10 minutes. Ça sera une autre photo. Donc, je ne retouche pas. Et c'est pas... Le principe, c'est pas de retoucher, c'est d'avoir... On est à l'envers du selfie, quoi. Aujourd'hui, tout est beau, il faut tout retoucher, il faut qu'on soit parfait. Mais moi, je ne travaille pas avec le parfait, je travaille avec l'imparfait, justement. C'est ce qui m'intéresse. Chez les personnes âgées, ça va être leurs rides, ça va être leurs yeux, ça va être... pour moi, un visage, j'arrive à lire une histoire quand je regarde quelqu'un. Je peux savoir, toi, si tu es triste ou si tu es heureuse. C'est aussi ça. Dans la gestuelle des gens, on peut voir dans quel état ils se trouvent sur le moment où tu les regardes. Donc non, je ne retouche pas. Et il ne faut surtout pas. Il faut accepter ce qui arrive. Qu'est-ce que le collodion? Le collodion. Alors le collodion, le procédé s'appelle le collodion humide. Le collodion, à la base, c'est un produit pharmaceutique qu'on trouve chez les pharmaciens. La base du produit, c'est ça, qui servait pendant la Grande Guerre à réparer les peaux des grands brûlés. C'est pour ça que c'est un liquide qui est assez épais et qui permettait de reconstituer les peaux. Donc c'est la base du produit auquel on rajoute de la chimie,
En l'occurrence, moi je travaille avec du bromure de potassium et du iodure de potassium. Voilà, mais ça c'est un peu comme des recettes de cuisine, on a des dosages très particuliers, très fins. Et ce qui nous donne voilà, ce liquide qu'on appelle collodion humide. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'argentique, les pellicules argentiques. Ben, c'est le même produit, sauf qu'il est sec. À cette époque-là, ils ne connaissaient pas encore la technique. Donc la photo, quand on la prépare, il faut aller au bout du processus. J'ai 10 minutes. À partir du moment où j'ai coulé mon collodion sur la plaque, j'ai 10 minutes pour faire ma photo et la développer. Connaissiez-vous cette technique avant de la pratiquer? Du tout, mais moi je ne crois pas au hasard. Et j'étais en Belgique il y a quelques années. Je cherchais des pellicules Polaroid et je tombe sur un artisan, un commerçant qui a une devanture magnifique. Je rentre chez lui et puis je sympathise, on discute. Il vendait du matériel photo. Il me sort une chambre, on va à l'extérieur. Il me dit, venez avec moi, je vous amène dans mon studio. Et là, je trouve cette pratique avec des portraits magnifiques. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que c'est un vrai savoir-faire. Je suis très attaché au patrimoine. Et cette technique-là, ça fait partie du patrimoine. Et la photo, on la fabrique. On la fait de ses propres mains et de ses yeux aussi. C'est pas comme aujourd'hui où le téléphone, tout le monde fait les photos. Mais voilà, je voulais être un peu à contresens de ça, mais surtout aussi prendre le temps de faire les choses. Parce que ce procédé-là, la préparation du festival, ça m'a demandé 2 mois de préparation. Les plaques, je les prépare tous les soirs. Il faut filtrer les bains des produits. Ça demande énormément de maintenance et de persévérance. Donc il faut vraiment être passionné. Pourquoi revenir avec une technique pareille aujourd'hui? Je crois que je t'ai déjà un petit peu répondu. C'est quand je vois les portraits que je fais avec des artistes et quand je vois leurs réactions, ça m'encourage à continuer parce qu'ils ne sont pas habitués à... Ils sont pas habitués à voir ce genre de photographie. Et justement, moi, je voulais... On connaît les artistes et on les connaît sur scène, que ce soit des musiciens, des danseurs, des chanteurs, on les connaît sur scène. Mais quand ils arrivent ici au studio, ils sont dans mon environnement. Et ils sont complètement différents. Et c'est ça que j'ai envie de capter. Et... pour compléter, je suis simplement tombé amoureux de cette pratique parce que le rendu voilà, ça me donne des frissons. Voilà, il y a des gens, quand je les prends en photo, ils voient leur portrait, ils se mettent à pleurer. Enfin, il y a des émotions qui montent. Je peux pas t'expliquer. Je peux pas te donner plus d'explications que ça. Avez-vous beaucoup d'inspiration quand vous prenez des photos d'artistes de flamenco? Tu vois, la pratique du collodion, c'est uniquement du portrait. Donc, c'est avec eux que je travaille, savoir ce qu'ils veulent. Déjà, je commence par répondre à une commande du festival, parce que je travaille pour le festival. Et après, je fais 2 ou 3 prises de vue avec, voilà, la personne précédente, c'était une danseuse. On a travaillé sur le mouvement sur le positionnement des bras et des mains. Voilà, ça peut être des expressions, ça peut être... ça dépend, c'est suivant le moment et la personne que j'ai en face. Savoir ce qu'elle peut offrir aussi. Mais il faut d'abord que les gens se sentent à l'aise. C'est pour ça que cet espace ici, je l'ai voulu convivial, très personnalisé, où les gens se sentent vraiment à l'abri de l'extérieur. Merci à Pierre Dupin de nous avoir fait partager sa passion. Nous retournons aux Halles pour interviewer un de nos anciens camarades, Ange Rioul, bénévole au festival.
Alors je suis là dans un cadre, je suis là avec mes amis adolescents dans le cadre d'un hôpital de jour qui s'appelle l'accueil adolescent de Mont-de-Marsan. On est là pour faire un petit peu du bénévolat comme si c'était un stage. On est là pour découvrir les différentes tâches à laquelle on peut s'attribuer au bénévolat. Donc ça peut être au bar, ça peut être pour lister les personnes qui entrent avec des badges ou pour la cuisine. Et c'est complètement de la découverte. Vous êtes là pendant combien de temps ? Alors je suis là pendant 2 journées. On fait donc du fin de matinée 11h jusqu'au milieu de l'après-midi 15h. Donc on est là principalement sur les heures de repas. Et on est là 2 jours, le mardi et le jeudi. Est-ce que le bénévolat c'est fatigant dans votre cadre ou pas ? Pas dans le nôtre parce qu'on ne travaille pas beaucoup, on n'est pas vraiment à plein temps et surtout on est en mode découverte et c'est même plutôt amusant de découvrir ça. Dans l'hôpital de jour, qui sensibilisez-vous ? Des activités par rapport à de la psychologie, de la neuropsychologie avec d'autres adolescents et des adultes, des infirmiers. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Hasta luego. Friday night it's party time, feeling ready, looking fine, viene Diego rumbeando. With the magic in his eyes, checking every girl inside, grooving like he does the mambo. And he's an island in la disco, playing sexy, feeling hotter. He's the king, bailando el ritmo ragatanga. And the DJ that he knows well on the spot, always around to plays the mix that Diego mezcla con la salsa y la baila, and he dances y la canta. Every move will hypnotize you. Some will call it chuleria, others say that it's a real Rastafari Afro Gitano. And he's an island in la disco, playing sexy, feeling hotter. He's the king, bailando el ritmo ragatanga. And the DJ that he knows well on the spot, always around to raise the mix that Diego mezcla con la salsa y la baila, and he dances y la canta. Bonjour, je m'appelle Nathan. Bienvenue sur la Web Blanqui. Nous sommes aujourd'hui dans les studios de France Bleu Gascogne pour réaliser notre série de podcasts sur le festival Arte Flamenco. Nous sommes en compagnie de Léa, Benjamin et Nolan qui se sont déplacés au pôle culturel de Saint-Pierre-du-Mont
Bonjour Léa, peux-tu nous dire qui tu as rencontré aujourd'hui ? Bonjour Nathan, nous avons rencontré Chabi, régisseur général du festival, qui a partagé avec nous son quotidien et celui de ses collègues. Je travaille pour différents festivals, je m'adapte à chaque fois, à chaque lieu, tu vois. Là on était dans les loges, tu vois, avec les trois loges individuelles, et là c'est les loges communes qui sont là, la buanderie, là c'est mon bureau, et là c'est la salle Catherine, tu vois. Ici on a 2 gros dépôts qui sont sur le côté où on stocke toutes les lumières. Sur un spectacle, en général, il y a à peu près combien de lumières ? Alors, ça va dépendre énormément. Là, tu vois, ce soir, ce que je te disais, il n'y a pas grand-chose. Il y a 25 automatiques, donc tu vois, les lumières qui bougent là dans tous les sens. Et à peu près autant de parts, ce qu'on appelle donc les lumières traditionnelles, les rampes là qu'on voit. Donc, il y a une 50aine de machines, si tu veux. Ce qui n'est pas beaucoup. Hier, on en avait beaucoup plus. Parce qu'on avait beaucoup de traditionnels en plus. On en avait peut-être le double ou... Voilà. Et ici, c'est quand même une zone assez réduite. Quand on travaille dans des choses en extérieur, avec des scènes plus grosses, on peut en mettre beaucoup plus. Bon, maintenant, avec des automatiques, ça a tendance à réduire énormément le nombre de machines, parce qu'on peut aller sur plusieurs positions. Les lumières traditionnelles, chaque lumière va éclairer qu'un endroit précis. Alors ça peut être une zone très diffuse ou des choses très précises, on met des découpes, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un petit carré comme ça au sol ou un triangle si on veut, mais ça sera toujours la même lumière. À chaque fois qu'on va allumer, ça sera que ça. Alors qu'avec un automatique, on peut faire sur une chanson, on va faire un petit triangle comme ça, de couleur blanche. Sur une autre, on va faire une zone très large en bleu par exemple. Sur une autre, on va mettre des espèces de dessins dessus, puis ça va bouger comme ça, avec une seule machine. Donc c'est pour ça qu'en général on en met beaucoup moins. On essaye au maximum d'avoir beaucoup d'automatiques parce que c'est moins de maintenance. Bizarrement, les machines elles consomment moins d'énergie aussi. On essaye de faire attention à ça. Au festival, on a un écolabel et donc on essaye de faire attention à la consommation de tout. Alors ça va de la nourriture, mais ça passe par les machines. Ces machines-là, avec les lumières traditionnelles, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc on essaye de mettre des lumières à LED pour consommer moins, tout simplement. Alors des fois avec les compagnies c'est un peu compliqué parce que il y a certains techniciens lumière qui sont un peu de la vieille école, qui ont l'habitude, les lumières traditionnelles ont une couleur particulière que n'ont pas toujours les lumières LED. Les choses changent un peu, donc plus ça va, plus on va vers des lumières LED et plus la technologie augmente et moins on voit la différence entre les lumières traditionnelles et les lumières à LED. Donc là vous voyez les lumières, il y en a sur le plateau qui sont là, mais il y en a aussi plein dans la salle là-bas. Je ne sais pas si vous voyez en haut, il y a 2 rampes. Bon, il y en a une qui est pour l'éclairage public. Celle où il y a 2 enceintes, là c'est une rampe, ça c'est que l'éclairage public. Mais tout en haut là-bas, il y a ce qu'on appelle le pont de face. Et là on a des lumières qui servent à éclairer en gros basiquement le visage des danseurs. Parce que toutes les autres sinon elles éclairent verticalement, donc sur le dessus. Donc ça fait des ombres pas très jolies sur le visage. Donc c'est pour ça qu'on a les autres là-bas pour rattraper et avoir une belle lumière sur le visage. On peut aller voir la régie si vous voulez aussi en haut. Donc ça c'est la console lumière. Donc si on fait ça, tout le monde est dans le noir. Et là-bas on a la console son. Donc des fois avec la lumière et le son, c'est pas toujours évident de travailler ensemble parce que la lumière, ouais c'est ça, il faut être un peu synchronisé, mais des fois on a besoin d'occuper le même espace. Mais la lumière, s'il a besoin de faire ses réglages, des fois il va falloir qu'il fasse un noir. Donc il va se mettre au noir, mais les autres ne peuvent plus travailler, quoi. Donc on essaye de... Ouais, voilà, c'est ça. Donc on essaye de libérer des temps plus pour la lumière, des temps plus pour le son. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent, bon là je l'ai pas sur moi, mais souvent on a des petites lumières frontales, les techniciens, parce que si la lumière, ils sont en train de travailler, ils coupent la lumière, il faut qu'on puisse voir quand même ce qu'on fait, donc on a nos petites frontales. Et lui c'est le chef des lumières de la compagnie. Là ce qu'il a fait en 4 secondes, avec du traditionnel, ça nous aurait pris 20 minutes. Et voilà, et en plus il a changé de couleur. Voilà. Alors ça on peut le faire avec des machines traditionnelles, mais on a des filtres, donc des espèces de feuilles de papier là qu'on vient mettre devant. Voilà, donc il faut aller dans le stock, il faut choisir la bonne couleur, il faut venir la mettre. Tout ça, ça prend plusieurs minutes. Là, en quelques secondes, on peut faire ça, quoi. Et avec ces machines-là, là, il fait des ronds, mais il pourrait faire des carrés, des triangles. Il y a ce qu'on appelle des couteaux dedans. Donc c'est des lames de métal qui viennent border le faisceau et pour choisir la forme qu'on veut. Vous voyez le dessin là ? Vous voyez le couteau ? Regardez ce qu'il a à l'écran et regardez ce qui se passe sur le plateau là-bas. Là, il est en train de couper le fond un peu pour pas que la lumière aille trop derrière.
fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les spectacles, alors à des niveaux différents et avec des exigences techniques un peu différentes, mais tous les spectacles, il y a une phase de création où là, les artistes sont tout seuls. Après, on fait en général des résidences où on va travailler et la technique et l'artistique en même temps. Et on va faire en sorte que la technique aide l'artistique. Et une fois qu'ils ont tout ça, là, on va commencer à faire des spectacles. Et donc là, les techniciens, ils savent, ils ont déjà vu le spectacle. Donc pendant les résidences, ils vont essayer, ils vont dire, tiens, là, on va essayer telle lumière comme ci, comme ça. Ils regardent, ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, on fait autre chose. On essaie de trouver des idées pour créer un spectacle, quoi. Et à partir de ça, là, quand ils ont la fiche technique, eux, les techniciens, ils suivent les compagnies ou les artistes, les groupes. Et donc, ils savent précisément ce qu'ils ont besoin. En termes de son, ils ont une liste de micros, donc ils savent précisément ce qu'ils vont faire. Ils savent les effets qu'ils vont mettre à tel ou tel moment. Et pour la lumière, pareil. Donc lui, là, il est en train de préparer. Il a ce qu'on appelle un show qui est en fait la mémoire de la console. Il est avec lui, donc il arrive, il est sur une clé USB. Il branche sur la console lumière et il a tout qui est rappelé. Donc il faut quand même adapter au lieu un peu à chaque fois. Mais donc là, il est en train de faire ce qu'on appelle les positions. Donc chaque lumière, parce que dans chaque salle, on n'a jamais les mêmes dimensions. Donc il faut refaire à chaque fois des positions. Mais une fois qu'il a fait ses positions, après ses programmes sont faits. Donc il va appuyer sur un bouton et il va avoir tout le plateau qui va être en rouge, par exemple. Ou il va avoir que cette zone qu'il est en train de travailler là, en blanc au milieu. Et ça, tout ça, c'est déjà préenregistré pour gagner du temps, parce que sinon, il faudrait 2 jours complets pour tout refaire, quoi. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quel spectacle, les lumières marcheraient. Là, c'est quand même des lumières. Quand les compagnies arrivent avec leur technicien lumière, c'est une lumière qui est très spécifique au spectacle donné, quoi. Il va y avoir un effet, par exemple, à un moment, la danseuse, elle va arriver, elle va être en plein centre, comme ça, pam. Et puis il va y avoir une lumière qui va être une douche, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle va être pile au-dessus d'elle et qui va éclairer. Donc on va avoir un faisceau lumineux comme ça et on va voir qu'elle est au milieu. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'il faut préparer parce qu'il faut faire une marque au sol pour que la danseuse elle sache qu'il faut se mettre à cet endroit précis et pas 20 cm derrière, sinon 20 cm derrière, on ne la voit pas, quoi. C'est toujours les mêmes techniciens sur chaque spectacle? Enfin, c'est les mêmes techniciens par salle ou pas? Alors, nous, on a 2 équipes ici. L'équipe du festival, on a 2 équipes. On essaye d'avoir une équipe par compagnie, en fait, et on se croise. C'est-à-dire qu'on a une compagnie qui arrive, qui travaille avec une équipe. Le soir, pendant 3 heures de temps, on a les 2 équipes qui travaillent ensemble pour démonter le spectacle qu'on vient de faire et pour monter le spectacle qu'on va faire le lendemain. Et après, la 2e équipe va travailler avec la compagnie suivante le soir plus la journée. Et le lendemain, on continue comme ça. Moi, je suis régisseur général, en plus en charge de la technique surtout. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que moi, je fais la coordination. Je travaille pour le festival et je fais la coordination des moyens techniques. Donc, son, lumière, les services du département qui vont nous aider à amener du matériel, les compagnies. Et je fais en sorte que tous ces gens, ils soient là au bon endroit, au bon moment et qu'ils aient tout le matériel dont ils ont besoin. Et qu'ils amènent tout ce qu'il fallait. Je vais être en charge aussi de les aider quand il y a un problème, il leur manque du matériel, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, ils ont besoin de ça pour que le spectacle se fasse. Moi, je vais les aider à trouver ces solutions. Le régisseur plateau, lui, il va s'occuper que ce qui se passe sur le plateau, c'est-à-dire sur la scène. Il va organiser le travail sur la scène, dire là, attendez, vous, les gens du son, on appelle ça les sondiers dans le jargon. Vous les sondiers, vous n'allez pas travailler pas ici pour l'instant. On a besoin de baisser des perches pour mettre de la lumière. Donc laissez-nous la place sur le plateau. Et dans 10 minutes, on vous laisse la place pour que vous puissiez mettre vos enceintes. Ça, c'est le régisseur plateau qui va organiser un peu son plateau. Est-ce qu'il y a un ordre? Par exemple, est-ce que c'est la lumière d'abord? Est-ce que c'est... Alors ça dépend. Ça dépend beaucoup des spectacles, ça dépend de ce qui se passe sur le plateau. Mais en général, effectivement, on commence par la lumière. Alors le son s'installe un peu sur les côtés, mais on a besoin du plateau pour installer les lumières. Vous avez vu les grandes barres qui étaient au plafond, là, les perches, elles descendent et quand elles sont au niveau du plateau, on les met à peu près à 1m10 de haut pour pouvoir travailler facilement sans se casser le dos par terre ou sans être comme ça. Et quand ça c'est sur le plateau, il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer. Donc si on a les instruments qui sont déjà installés à ce moment-là, on ne peut pas travailler. Donc on va faire tout ce qui est accroché. Après, on monte tout. Et une fois que toutes les lumières sont montées, on peut travailler au sol. Donc tout ce qui est sur le plateau. Mettre le son, mettre les instruments, mettre les éléments de décor, tout ce qui est au sol. Voilà. Si on fait dans l'autre sens, on se retrouve bloqué.
Est-ce que l'éclairage c'est important dans un spectacle, surtout dans le flamenco? C'est hyper important. Dans un spectacle, il faut se dire que tout est important. Mais le son et la lumière ont chacun leur part. Ce qui est le plus important, à mon sens, c'est les artistes. C'est-à-dire que tu as beau avoir le meilleur show lumière, le meilleur son du monde, si les artistes ils sont pas bons, le spectacle il sera pas bon. La base, c'est les artistes. Nous, les techniciens, on est là que pour sublimer le travail des artistes. C'est-à-dire que quand il y a des super artistes et que nous, en technique, on met ce qu'il faut et qu'on fait un bon show, là, tu as un super spectacle. En général, tu t'en prends plein les yeux, plein les oreilles. L'avantage d'un festival, c'est qu'il y a plein de choses qu'on a fait en commun. Par exemple, le système son, toute la diffusion de son, c'est le même pour tous les jours. Donc tous les jours, on ne va pas remonter un système son. Tu vois, on a installé ça au début du festival et ça va rester pour tout le festival. Le plancher acoustique que je vous expliquais là, avec les micros qui sont sous les tasseaux, ça on l'a installé aussi au début du festival et on va l'utiliser pour tout le festival. Donc tout ça, ça nous fait gagner du temps. Et au niveau des lumières, bon là ça change un peu. Donc, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, vu que sur ce spectacle-là, ils utilisent beaucoup d'automatique, ça nous simplifie quand même pas mal la tâche. Est-ce que c'est obligatoire d'amplifier la voix? De mettre un micro. Alors, ça dépend des lieux. Pour ici, dans l'absolu, quand tu es sur le plateau, qu'il y a le silence sur la salle, tu entends la personne parler. Hier soir, par exemple, Maria Parés, qui est la danseuse, elle n'a pas de micro, parce qu'elle danse, elle a besoin de bouger beaucoup. Mais à un moment, il y avait un moment assez intimiste où elle a parlé, elle a récité un texte, et elle n'était pas sonorisée. Et l'acoustique de la salle fait qu'on l'entendait. Mais on l'entendait pas très fort quand même. Mais bon, on comprenait quand même ce qu'elle disait. Et s'il y a besoin du chant, s'il y a de la musique derrière, par exemple, s'il y a les musiciens qui jouent, là on va pas l'entendre. Donc c'est pour ça que tous les chanteurs, ils ont des micros. Tu vois. Mais s'il y a que la voix qui parle, le public va l'entendre. Tous les instruments sont sonorisés. Sur des jauges comme ça, avec ce volume de salle, il faut amplifier quand même. Et puis c'est surtout une histoire de rapport entre les instruments. Bon, il y a une histoire de puissance sonore, on met des micros et on amplifie pour qu'on entende bien. Mais il y a aussi un rapport, c'est-à-dire que s'il y a la batterie qui joue toute seule, si c'est pas sonorisé, la batterie on va l'entendre. Par contre, le petit violon qui est à côté qui fait un petit riff, on l'entendra pas, quoi. Donc on va mettre des micros partout, on va mettre du son sur la batterie, déjà pour que ce soit plus joli que le son acoustique. Et puis surtout, on va pouvoir monter un peu plus le son du violon, pour qu'il soit au même niveau que la batterie à l'écoute générale. Y a-t-il plus de travail en amont ou pendant le spectacle? En amont. Le spectacle que tu vois, c'est comme la face visible d'un iceberg. C'est-à-dire que c'est tout petit, mais tout ce qui est en dessous, tout ce qui est en amont donc, du spectacle, c'est énorme. C'est des mois et des mois de travail. Quand il y a une édition du festival qui se termine, on prend quelques jours pour se reposer. Et puis après, on commence déjà à travailler sur la programmation de l'année d'après. Alors nous, en termes de technique, moi j'interviens un peu plus tard, parce qu'il faut d'abord faire ce qu'on appelle la programmation. Donc il faut choisir les artistes, il faut contacter les artistes. Il y a des gens qui font ça dans le festival. Ça, c'est tout ce qui est la partie administrative et production. Ils repèrent tout au long de l'année, ils repèrent des spectacles, ils disent « Ah, ça c'est bien, ça on aimerait bien les avoir ». Ils contactent les compagnies, ils essayent de savoir combien ça coûte un spectacle, est-ce qu'ils peuvent venir ici, est-ce que techniquement on peut les accueillir. Et puis voilà. Et donc ça prend quelques mois à se faire, et puis ça se fait un peu tout au long de l'année aussi. Et nous, en parallèle, on travaille pour savoir si techniquement on peut les accueillir. Voilà. Et puis avant de faire tout ça, les compagnies, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'elles font un travail de création aussi. Donc entre vraiment l'idée du spectacle et la diffusion, des fois il peut y avoir plusieurs années. Il peut y avoir 2 ans comme ça. Après la visite guidée de Xabi, que nous remercions, nous nous sommes dirigés vers l'entrée des artistes, où nous avons croisé un technicien espagnol qui a accepté de répondre à nos questions. Une interview faite en espagnol qui sera traduite par Léa. Bonjour, en quoi consiste votre travail? Je m'occupe de l'éclairage du spectacle. Je me charge de tout ce qui concerne la partie plastique, de tout ce que voit le public. Il y a des moments où l'on doit avoir tout ce qui se trouve sur scène, d'autres tout doit disparaître. J'accompagne les artistes sur tout ce qui concerne le visuel. D'où venez-vous? Je viens de Séville, je ne fais que voyager. En Espagne, en France, en Hollande, dans le monde entier. Ça fait beaucoup de voyages.
Et que pensez-vous de ce festival? J'aime beaucoup ce festival. C'est la 3e année que je viens. Il y a une ambiance très chaleureuse. J'aime les gens, le public. C'est incroyable de savoir que ce festival flamenco qui a lieu en France existe depuis 35 ans. C'est un festival assez important dans le circuit international du flamenco. Et toi, Benjamin, qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui? Alors, ce qui m'a plu, c'est déjà de découvrir ce que le public ne voit pas lors du festival Arte Flamenco. J'ai bien aimé voir la préparation, que ce soit du côté loge, du côté technique ou encore du côté des artistes. Et enfin, j'ai également bien apprécié le fait que Xavi prenne le temps de répondre à nos questions et qu'il prenne le temps de nous expliquer comment s'organise le festival Arte Flamenco. Gracias por escucharnos. Adiós. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Je suis Nolan. Je suis Benjamin. Je suis Nathan. Aujourd'hui, nous sommes allés au village Arte Flamenco situé au hall de Mont-de-Marsan. Nous avons rencontré Anna et Maria Pérez, danseuses et chorégraphes de flamenco. Bonjour Anna. Pourquoi vous êtes-vous initiée au flamenco et pourquoi vous en avez fait votre travail? C'est la dame à côté de moi qui m'a initiée au flamenco. C'est ma maman, qui est elle-même danseuse et professeure de flamenco. Et du coup, elle a ouvert un lieu quand j'étais toute petite, quand j'avais 2 ou 3 ans.
Et ce qui a fait que j'ai grandi dedans, j'ai grandi dans cet univers et j'ai commencé à danser quand j'étais enfant, sans même m'en rendre compte, je crois. Et puis quand j'ai grandi, c'est devenu une passion et j'ai voulu en faire mon métier très vite. Et vous, pourquoi vous êtes-vous initiée au flamenco? Est-ce qu'on parle de vous? Oui, alors moi je suis la maman et je m'appelle Maria Pérez et je me suis initiée au flamenco parce que j'étais étudiante en espagnol à l'université d'Aix-en-Provence et mon professeur Benito Pellegrin m'a fait découvrir cet art que je ne connaissais pas et je suis tombée amoureuse du flamenco, d'une part par le contenu littéraire des textes, ce qui est quand même une approche particulière, et après parce que j'ai vu au cinéma un film avec Antonio Gades, c'était Les Noces de sang, c'est dans les années 80 tout ça, et depuis j'ai donner ma vie à cet art qui me passionne. Vous avez commencé le flamenco dans un tableau à Marseille. Vous avez aujourd'hui 33 ans. Comment s'est déroulée votre carrière professionnelle? Alors, le tablao à Marseille, il est tenu par mes parents, par ma maman qui est là. Il s'appelle le Centre Soléa. C'est une école de flamenco. C'est aussi un tablao. C'est un lieu dédié au flamenco entièrement. Et donc j'ai dansé, effectivement, j'ai dansé dans ce tablao pour la première fois, j'avais 9 ans. Ensuite, quand j'étais enfant et adolescente, je suivais aussi une formation en danse contemporaine auprès du groupe Grenade, dirigé par Josette Baïz à Aix-en-Provence. J'ai passé mon bac à 18 ans et je suis partie m'installer à Séville, où j'ai vécu 8 ans et je me suis perfectionnée. J'ai travaillé dans des tablaos là-bas, dans des compagnies. Je revenais en France régulièrement pour travailler dans la compagnie de Luis de la Carrasca, qui est basée à Avignon, avec qui j'ai beaucoup voyagé, beaucoup tourné, vécu des expériences magnifiques et très enrichissantes. Et je suis revenue dans ma ville natale à Marseille en 2018, où j'ai créé ma compagnie pour faire mes propres créations. Et des collaborations très intéressantes aussi avec des musiciens, des orchestres jazz, classiques. Je suis dans la compagnie de Patricia Guerrero aussi depuis 2 ans. Et là, aujourd'hui, j'essaie de me consacrer uniquement à mes créations qui me prennent beaucoup de temps et qui sont très basées sur la recherche, l'expérimentation, le mélange des... non, c'est pas du mélange de musique ni de danse, c'est plutôt c'est une collaboration avec José Sánchez, un guitariste, et on fait un travail très très pointu où on développe notre propre vocabulaire. Qu'est-ce que vous aimez dans le flamenco? Moi, personnellement, ce que j'aime dans le flamenco, c'est que c'est un art transversal à la danse, au théâtre, à la musique, à la poésie, au chant. Et surtout, que ce qui me plaît, c'est que pour moi, c'est l'expression la plus aboutie de tout le pourtour méditerranéen et que c'est l'expression d'un peuple meurtri qu'on appelle, pour le dire vite et mal, le peuple exclu du pouvoir en place au XVIe siècle, un pouvoir catholique en Andalousie. Alors donc les gitans, les arabes, les juifs étaient exclus de ce pouvoir, les noirs africains. Tous ces gens-là se sont regroupés à cette époque-là pour crier leur douleur, un peu comme les noirs africains en Louisiane, en Amérique, quoi, pour le jazz. Voilà. Donc le flamenco, c'est le cri d'un peuple meurtri, et donc c'est quelque chose de très profond et d'universel. C'est-à-dire que n'importe qui écoute la lamentation pour le seguirilla d'un chanteur va être bouleversé parce qu'il parle de quelque chose de très très fort. Voilà. Et pour moi, comme je vous le disais, c'est l'art le plus abouti de tout le pourtour méditerranéen. Voilà. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu aimes dans le flamenco? Alors moi, ce que j'aime dans le flamenco, j'aime beaucoup de choses, mais je crois que ce qui me fascine le plus, comme dans d'autres danses que je suis en train de découvrir, c'est l'accès à cet état de transe. En danse et en musique aussi. Et ça, je trouve ça incroyable et c'est ce que je recherche à chaque fois que je suis sur scène. J'adore quand je descends de scène et qu'on me dit « Ah, t'as vu Anna, ce que t'as fait là, c'était génial » et que je sais plus du tout ce que j'ai fait et que j'étais juste dans une autre dimension et que j'ai vibré avec les musiciens, avec le public. Voilà, ça c'est ce que j'adore le plus. Et est-ce une richesse pour vous, Anna, d'avoir des origines caribéennes et espagnoles et qu'est-ce que cela vous a apporté? Je pense que c'est une richesse pour tout le monde d'avoir des origines et surtout de les connaître un petit peu. C'est ça qui fait la différence.
j'avoue que j'y pense pas forcément quand j'y danse, ou j'essaie pas de m'en rapprocher ou de montrer mes origines, mais le fait de les connaître, ça me permet de me connaître mieux moi-même et d'accéder à une plus grande liberté dans la danse et voilà, d'explorer plus de cultures, d'avoir plus facilement accès à d'autres cultures, le fait d'être moi-même un petit puzzle culturel, voilà. Parlez-vous espagnol ou d'autres langues étant donné que vous avez des parents d'origine différente ? Je parle espagnol et français. J'aurais bien aimé parler mieux l'anglais, mais je fais quelques efforts. Moi, je tiens à préciser qu'Anna est d'origine espagnole, caribéenne, de Guadeloupe et surtout capverdienne. Voilà, parce que c'est important. Et les racines africaines sont très fortes en elle. Est-ce que d'aller à Séville pour perfectionner votre flamenco vous a fait beaucoup progresser ? Oui, énormément. C'est un peu comme si j'avais fait mes études supérieures à Séville. D'ailleurs, je suis arrivée à 18 ans et là, j'ai pris des cours de danse avec tous les maestros qu'il y avait. J'ai rencontré des danseurs qui étaient mes amis et rien que de les voir danser, j'apprenais énormément. On se partageait des chorégraphies, on s'échangeait des pas et surtout de danser dans des tablaos, c'est-à-dire de danser sur scène avec des musiciens que je connaissais pas, sans savoir quelle danse j'allais devoir improviser. Ça, c'était la meilleure formation possible. Comment vous transmettez des émotions au public en faisant du flamenco sur scène ? Alors moi, je suis une danseuse de flamenco, mais je n'ai pas eu une grande carrière de danseuse. Je me suis surtout consacrée à la transmission, puisque je suis enseignante avant tout. Je suis aussi professeure d'espagnol, comme vous le savez. Et j'ai créé un festival qui s'appelle le Festival Flamenco Azul, le flamenco bleu. Donc c'est un flamenco un peu décalé qu'on propose dans la région de Marseille au mois d'avril. Alors moi, comme je le disais tout à l'heure, pour moi le flamenco est l'art le plus abouti de tout le pourtour méditerranéen. Le fait qu'il soit transversal à toutes ces disciplines le rend très puissant. Et j'avoue que moi, je le transmets en proposant des formations, en proposant des spectacles et en proposant des choses auprès d'un public exclu, comme des trisomiques que je fais danser régulièrement et qui sont incroyables, et comme des projets autour de femmes réfugiées ou en détresse sociale, ou des femmes victimes de violences conjugales. Bon, c'est un petit peu fort pour vous tout ça, mais peut-être que vous pouvez capter que le flamenco prouve que par lui-même, il est capable de s'adresser à des gens qui sont éloignés de la culture, parce qu'il a plein de portes d'entrée. Voilà. Vous, Anna, comment vous faites, vous qui êtes plus sur scène du coup, comment vous faites pour donner des émotions au public et que le public, par exemple, aille vous voir à la fin du spectacle en vous disant que c'était incroyable ou qui en ont pris plein les yeux ? Alors j'essaie d'être le plus possible en vérité avec moi-même, avec le public, et je cherche pas à raconter des histoires, je cherche pas à leur transmettre dès le départ des émotions, mais en fait je suis dans une écoute maximale j'écoute les musiciens qui m'accompagnent, j'écoute absolument tout, j'écoute les silences et j'écoute surtout ce que ça me produit, ce que ça produit en moi émotionnellement, dans le corps, et j'essaie de transmettre spontanément ce qui me traverse. Et du coup, le fait de ne pas être dans une quête de quelque chose, mais de juste laisser passer, je pense que le public reçoit une émotion directe, sans filtre. Et c'est un échange d'émotions, en fait. Quand vous dites que vous écoutez tout, même le silence, ça veut dire quoi ? Ce sont de très belles questions. La musique, la musique flamenca surtout est très riche. Il y a beaucoup de notes. Et je pense que s'il n'y a pas de temps en temps quelques silences, on n'arrive pas à les apprécier. On n'arrive pas à apprécier la musique, mais la richesse de cette musique fait aussi qu'on apprécie les silences. Et c'est pour ça que des fois dans les silences, on entend des « olé ». Parce qu'en fait, les silences viennent nous faire du bien. Et un musicien, un bon musicien, en fait, il est hyper connecté à ces silences. Et si je peux me permettre, les silences sont de la musique. Et que dans un concert, les silences sont très très précieux, dans n'importe quel concert. C'est là qu'on sent qu'on est en communion tous ensemble. Voilà. De même que l'immobilité dans la danse.
ou du blanc sur la toile d'un peintre. Vous faites donc beaucoup de danse, Anna, mais est-ce que vous avez pratiqué un petit peu de musique ? Alors, c'est ma grande frustration. Je pratique aucun instrument de musique, mais par contre, bon, on peut dire que je suis musicienne quand même avec mes pieds. Ce que je fais avec mes pieds, c'est de la percussion et je travaille même sur pouvoir faire des sons différents. Je travaille avec des sonorisateurs qui traitent le son des pieds pour que ce soit vraiment un instrument de musique. Et sinon, pour le petit secret, c'est que j'essaie de me mettre à la guitare, mais j'ai beaucoup de mal. En plus, je suis gauchère, mais j'adore ça. Merci à Anna et Maria Pérez d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Partons maintenant à la rencontre de Patrick Bellito, un des organisateurs du festival. Comment choisissez-vous vos artistes ? On va d'abord voir certains artistes ou les artistes que l'on pense qui pourraient rentrer dans la programmation du festival. Donc on est à Mont-de-Marsan, il y a un comité artistique de 3, on va dire, conseillers artistiques. Donc voilà, on se répartit, que ce soit en France ou en Espagne. Quand il y a des festivals, c'est plus pratique. Et puis à tous les 3, on a quand même déjà une grande expérience des artistes. On connaît parfois même les grands-parents, les parents, les fils, et même les petits-fils. Donc on connaît bien les artistes qu'on suit depuis très longtemps. Et puis voilà, quand on va dire toutes les étoiles sont alignées, que tout est bien, le spectacle est bon, que c'est une bonne soirée, parce que pour certaines, pour le chant et la guitare, des fois il y a des bonnes et des mauvaises soirées. On est plus ou moins bien en forme, comme nous tous. Et à partir de là, on se parle. Il y a des points de rencontre. On met sur la table les différents spectacles qu'on a vus. Et puis, on a chacun nos goûts aussi, nos préférences. Et puis après, on ne fait pas une synthèse, mais on essaye. Il y a des spectacles qui font l'unanimité, ou des artistes qui font l'unanimité. Et à ce moment-là, on les inscrit dans la programmation. Et ensuite, après, on voit dans quel lieu, à quel moment, à quel horaire, et leur disponibilité. Et aussi que tout ça ne se fait pas gratuitement. Est-ce qu'ils sont libres? Combien ça coûte? Il y a aussi les décors, il y a tout ça. Tout ça, c'est un prix. Il y a plein de choses qui constituent un spectacle. Il y a l'enthousiasme qu'on peut avoir nous quand on les écoute, et après il y a la réalité qui est la disponibilité, le prix, les décors et le coût total et le budget, il faut que ça rentre dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir être ici et faire du flamenco ? Le critère, c'est d'avoir une qualité qui est une qualité musicale et artistique de niveau. Et qui est une transmission. C'est-à-dire que il faut que le spectacle puisse faire passer quelque chose, une émotion. Pas forcément un message, mais une émotion. Voilà, qui est une vérité, une sincérité des musiciens, de la danseuse, de tout ce qu'on veut. Voilà. Merci à Patrick Bellito de nous avoir accordé du temps. Pour terminer, nous sommes allés faire un tour sur la scène du village du festival à la rencontre des techniciens du son. Est-ce compliqué et long de sonoriser un spectacle de flamenco ? Ça dépend du nombre de musiciens qu'il y a sur le plateau en fait, et du nombre d'instruments. Donc c'est variable, ça peut être une guitare, ça peut être comme hier une batterie, basse, guitare, percussion et plusieurs voix. Voilà. Faites-vous automatiquement des balances sur les spectacles de flamenco ? Ici oui, mais ça peut arriver dans d'autres configurations de pas faire de balance, c'est ce qu'on appelle un line check. C'est-à-dire qu'on branche, on teste, on voit les micros et on fait en direct. Combien de temps prennent des préparations d'un spectacle de flamenco ? Après il y a toute la phase de montage, du son, de la lumière, de la structure, donc ça généralement c'est sur 2 jours. Il y a 1 jour pour monter la structure, la scène, et 1 jour pour monter lumière et son. Est-ce toujours la même équipe qui prépare les festivals ici à Arte Flamenco ? Nous, ça fait 2 ans qu'on fait ça, et oui, c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes personnels. Pour travailler sur le festival, faut-il obligatoirement parler espagnol ?
Oui, ça c'est la condition pour les techniciens, pour accueillir les compagnies. Il faut parler espagnol. Avez-vous un lien particulier avec le flamenco? Pas spécialement, après je suis musicien à la base, donc j'en ai fait un petit peu. C'est une musique que j'apprécie, donc oui, c'est mieux d'avoir un peu la culture du flamenco, quoi. Pour mixer, pour connaître un peu le style, quoi. Et pour terminer, au sein de votre équipe technique, y a-t-il que des professionnels? Oui, on est tous professionnels, intermittents du spectacle. Merci à tous d'avoir écouté cette série de podcasts sur Arte Flamenco, édition 2024. Merci à Madame Herman, Monsieur Pomarès, Madame Brouquier, Céline, David et Lilian de nous avoir accompagnés sur ces 3 journées. Et merci à Laurent qui était notre technicien à France Bleu. Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles émissions. Larga vida al flamenco. ¡Ole! ¡Mi chica! Para rumbear con mi morena. La noche estaba fría y serena, como una barra de hielo en la arena. Se quedó como el agua mi alma, pa' mojarme con ella en el alba. Pero se congeló cuando vio que se la llevó el calamar, este tipo largo. Se la llevó el calamar, con cara de galgo. Se la llevó el calamar, mientras la besaba. Se la llevó el calamar, convertido en palo. Ahí va para chivirique, chivirique con el calamar. Chivirique, pongo, ahí va para chivirique, chivirique con el calamar. Chivirique, pongo, ahí va para chivirique, chivirique con el calamar. Chivirique, pongo, ahí va para chivirique, chivirique con el calamar. Chivirique, pongo, tiki, bom, bom. Ya, ole. Buceando encadenado yo me encuentro en el mar de mi ignorancia. Y quiero que termine ese momento y que se le encoja el alma. Pero a pesar de todo ahora soy libre, libre como el aire que me da en la cara, libre como el grito que de mi alma salió cuando vio